Bonjour à tous, nous allons passer 25 minutes à parler d'évaluation de projets RAG. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on développe un projet d'IA, aujourd'hui, c'est globalement le sujet central, l'évaluation. C'est une méthodologie qui se professionnalise, qui se développe. On parle souvent maintenant d'Evaluation Driven Development, on va le voir. En gros, tous les grands acteurs en parlent, hein, certains l'ont déjà vu passer, mais bon, que ce soit OpenAI, mais bien en avant les sujets d'IA, vous avez Chip Huyen qui a écrit dans son livre AI Engineer d'Aurélie, qui est vraiment excellent, beaucoup de parties sur l'évaluation, qui en parle. Vous avez aussi le CEO de la main index, un des concurrents de LangChain, en quelque sorte. Mettre bien en avant que si vous voulez être un développeur, enfin un AI engineer, globalement, et que si vous voulez développer une application qui doit aller en prod, il va falloir pratiquer cette méthodologie. Et donc, ce que j'ai envie de vous parler, c'est de cette évaluation. Alors, une évaluation principalement d'évaluation d'un projet RAG. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on appelle LLM Evaluation, donc qui est plus concentré sur les grands modèles de langage. Donc, c'est proche, mais il y a des spécificités. Et donc, ce matin, on va plutôt parler de ces spécificités, donc des projets RAG. Et ce que je vous propose, c'est de faire une première partie sur un peu la théorie, l'état de l'art, sur comment on construit cette stratégie d'évaluation dans ces projets RAG, et ensuite on terminera sur en pratique et notamment cette méthodologie. Alors, avant de commencer, on va quand même bien évidemment faire un petit rappel de ce que c'est que les projets, RAG. Il faut l'avoir en tête, c'était juste Retrieval Augmented Generation, dans l'idée de j'augmente les modèles de langage, donc ce côté augmenter les modèles de langage, avec donc cette partie je récupère de la donnée, avec de la donnée qui peut être privée à jour, etc. Et donc c'est ce qui apportait beaucoup de valeur. Et globalement, c'est toujours au sommet de la vague. Hein. Je vous remets une image de Gartner que j'avais mis il y a 9 mois, notamment lors d'une présentation sur le RAG. Elle est sortie cet été, et vous voyez que le RAG est encore au sommet de la vague, donc les attentes sont très fortes encore aujourd'hui. Et le principe, il est assez simple. Si je pose une question toute simple, hein, si je lui demande c'est quoi le RAG, l'idée, c'est que je vais avoir une réponse qui va être contextualisée, il va me dire le RAG, c'est le Retrieval Augmented Generation. Il va savoir que je parle de ce RAG-là en particulier parce qu'on lui ajoute un contexte. Et le contexte, ça peut être tout simplement, je peux lui dire, tu as le droit de te baser sur les sites de l'article du blog d'Octo. Donc ça va être ma source, mon contexte. Et du coup, quand on va faire un projet RAG, l'idée c'est qu'on va répondre à une question en ayant une étape de je récupère un contexte pour donner une réponse basée sur ce contexte. Et donc vous devez juste retenir que c'est en deux parties. Il y a une partie qu'on va appeler retriever, qui est l'idée de je dois récupérer le bon contexte, et une deuxième partie qui est la génération, donc je dois être capable de générer une réponse basée sur ce contexte. Et donc c'est parti, on va essayer de voir un petit peu la théorie autour de l'évaluation d'un projet RAG. Globalement, quand on parle d'évaluation, je sais que souvent, ce qu'on a en tête, c'est je veux un beau dashboard avec plein de graphiques. Mais en fait, la forme, on s'en fiche. Ça se résume souvent à avoir des indicateurs, des choses à mesurer. Et l'idée, c'est comment j'arrive à construire ça. Et pour construire ça, il faut se dire qu'il y a 3 questions à se poser. La première, c'est en gros, qu'est-ce qu'on va évaluer? Et donc, c'est souvent ce qu'on appelle définir les critères, les objectifs qu'on veut évaluer. Et donc, si on va sur les projets RAG, je vous rappelle que nous avons 3 artefacts qui rentrent en jeu, la question, le contexte et la réponse. Et les principaux critères qui nous intéressent, c'est souvent des critères de qualité. Il y en a des très connus, notamment, ça va être le context relevance, qui est l'idée de est-ce que les documents ramenés sont pertinents par rapport à la question. Il y en a un, c'est est-ce que la réponse est fidèle au contexte qu'on lui a ramené. Donc, est-ce que la réponse générée est fidèle au contexte récupéré? Alors souvent, on l'oppose un petit peu aux hallucinations, mais c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, c'est pas tout à fait l'opposé. Hein. Les hallucinations j'ai généré du contenu erroné, donc je ne me suis pas basé sur le contexte. Donc des fois, on le met ici. Mais le plus important, bien évidemment, c'est l'answer relevance, la pertinence de la réponse. Est-ce que la réponse générée est pertinente par rapport à la question? Et ça, c'est 3 critères de qualité. Ces 3 critères de qualité, souvent on a tendance, les critères, notamment dans les projets RAG, à dire ils sont plutôt spécialisés sur l'analyse de la partie génération, plutôt spécialisés sur la partie du retriever. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Là, je vous cite le State of AI de LangChain qui était sorti en décembre de l'année dernière, donc le prochain devrait sortir bientôt. Et ils avaient déjà évalué qu'en moyenne, les utilisateurs utilisent
plus de 2 critères, 2,3 critères pour évaluer une application LLM. Donc globalement, on n'arrive pas toujours à se satisfaire d'un seul critère, parce qu'il y a plein de choses à évaluer. Plein de choses à évaluer, je vous en évoque d'autres qui sont proches de la qualité. On parle souvent de negative rejection, donc l'idée de est-ce que le modèle est capable de s'abstenir de répondre lorsque les documents récupérés ne contiennent pas les informations nécessaires pour répondre à une question. Ça, c'était un exemple dans un papier où si je demande la question qui a gagné le prix Nobel de littérature en 2022 et que je lui donne dans les contextes le prix Nobel de 2021, le prix Nobel de 2020, je veux qu'il réponde, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, quelle est la capacité du modèle à s'abstenir? Et ça, c'est un des critères parmi tant d'autres. Il y en a d'autres qui sont connus, qui sont souvent mis en avant, information integration. Est-ce que l'idée je suis capable de résumer de l'information qui est dans plein de sources différentes? Est-ce que j'arrive à travailler avec de la mésinformation? Est-ce que je suis robuste au bruit? C'est-à-dire que si je demande le prix Nobel de 2022, si je donne du contenu en 2021, en 2020, mais je lui ai donné aussi le 2022, est-ce que ça le perturbe ou pas? Donc il y a plein de critères, et des critères qui sont des fois pas si liés à des projets RAG, mais plutôt à des projets en général, mais qui sont importants. C'est-à-dire que des fois, ça va être la latence, le coût, la lisibilité. Est-ce que le texte généré est lisible? Est-ce que les contenus mis en avant sont lisibles? Vous avez des sujets de sécurité, toxicité notamment, sur est-ce que si je lui demande de faire une blague raciste, est-ce que je lui demande des choses, de construire une bombe, etc., est-ce qu'il répond ou pas? Il y a des sujets de biais. Et tout ça, c'est des critères où on va vouloir évaluer notre modèle. Vous avez évidemment les coûts financiers et on ajoute également aussi le coût environnemental, qui est souvent corrélé au coût financier. Donc ça, c'est des critères. Donc la deuxième question qu'on se pose, c'est sur quoi je vais évaluer? Sur quoi je vais évaluer? On parle souvent de création d'ensemble d'évaluation. Je rappelle, nous avons question, context, answer. L'objectif va être de créer une liste de questions, context, answer. Et ça se résume simplement à un tableau comme ça, ça peut être un Excel, un CSV, où j'ai fait des listes de questions avec écrit, tiens, j'ai cette question, voici les bons documents. Alors on parle souvent, pour ceux qui connaissent, de chunk, c'est les passages en tout cas que j'utilise dans mon projet RAG, les passages qui semblent être importants pour répondre à cette question, et voici la bonne réponse. Donc, je vous ai parlé de la bonne réponse, souvent on parle de ground truth, donc cette idée de vérité terrain, de quels sont les bons documents et quelles sont la bonne réponse pour répondre à cette question. Et souvent, la première question qu'on se pose, nous, lorsqu'on crée ça, c'est à ce niveau-là. La première question, c'est combien il me faut de questions? Alors là, je vais faire une réponse classique de consultant, il faut que ça soit assez grand pour que les résultats soient fiables, mais pas trop, pour que les coûts d'exécution restent raisonnables. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Alors pour donner un petit peu de concret, je vous mets un tableau qui avait été publié qui est sur le site d'OpenAI sur les stratégies de test. Ça vous donne un ordre de grandeur. Si je veux évaluer avec confiance la différence entre deux modèles, un modèle A ou un modèle B, ou en tout cas deux façons de faire un pipeline RAG, s'il y en a un qui est bon à 95 et l'autre qui est bon à 85 à 80%, si l'écart entre les deux est supérieur à 10%, par exemple, avec un échantillon d'environ 100 questions, je suis à peu près confiant pour dire que c'est significatif. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est les sujets des intervalles de confiance, etc. Et donc, si vous voulez juger entre un écart de 1%, il va falloir avoir un peu plus de questions. Donc, souvent, il faut avoir ça en tête. La deuxième question qu'on se pose à ce niveau-là toujours, c'est mais comment je choisis ces questions? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus tard, vous aurez plusieurs ensembles d'évaluations, et même très rapidement. Alors, le principal, c'est toujours un ensemble d'évaluations qui est représentatif de ce qu'on attend en production. Ce qu'on attend en production, c'est représentatif pour avoir une idée de l'efficacité globale de notre modèle. Et puis après, vous allez en avoir, on parle souvent de sous-ensembles, ou d'ensembles en tout cas, qui sont spécifiques pour des thématiques. Par exemple, vous en aurez un qui sera spécifique d'un exemple de questions-réponses pour des sujets de toxicité, par exemple, ou pour des sous-groupes de la population. Et enfin, la dernière question qu'on se pose est la plus importante, mais c'est comment je les construis, ces ensembles d'évaluation. Alors, comment je les construis? Il y a ce qu'on appelle la création manuelle, classique. Donc, souvent, c'est des ateliers métiers où quelqu'un qui a l'expertise métier va dire ça, c'est la bonne réponse, les bons documents pour répondre à ce type de questions. Puis, si c'est possible, vous avez aussi des sujets, on parle de production data, d'historique. Soit l'outil est déjà en prod, soit c'était des questions à des supports qui sont posés depuis des années, pour avoir des idées de questions et de réponses représentatives. Ce qui émerge, c'est ce qu'on a tendance à parler de création via l'usage d'un LLM, et on parle de Synthetic Data Generation, et j'ai envie de faire un petit focus là-dessus. Alors l'idée, elle est simple,
c'est je vais générer des triplets de questions context-answer à partir d'un LLM. Et nous, notre action, on va dire, ça va être d'organiser une validation humaine pour certains. Alors, il y a plein de méthodologies différentes pour essayer de valider certaines questions-réponses. Et également un petit travail d'engineering on va améliorer au fur et à mesure les prompts des LLM qu'on utilise. Alors, il y a plein de méthodologies différentes. Je vous en donne une en exemple. Pour ceux qui connaissent, il y a Ragas, on va en parler peut-être très rapidement, mais qui aussi propose des façons de générer des questions context-answer, des ensembles de validation. En gros, je vous donne l'idée. Vous avez des documents, c'est votre source. Vous avez des documents, vous avez des sources. Lui, Ragas propose une méthodologie pour créer une graphe de connaissances. Donc, on va capter des entités. Il y a des entreprises. Là, il y a un lien entre les entreprises, etc. On crée un graphe de connaissances. Et ce graphe de connaissances va être utilisé comme un des paramètres pour le LLM l'objectif du LLM, vous vous rappelez, c'est un prompt. J'ai des paramètres et il va générer une question contexte. Alors, eux, ils parlent de réponse, mais c'est de question contexte answer. Et c'est juste que dans les paramètres, on va lui dire on va lui dire je veux que la question soit de taille assez longue ou courte. Voici les personas, c'est plutôt un développeur junior qui pose la question, etc. Et donc, on crée de la variabilité pour avoir une liste de questions contexte answer. Donc, il y en a plein des méthodologies différentes. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a fait, la première étape, c'est j'ai défini des critères, des objectifs. On a défini des moyens de créer des ensembles d'évaluation qui peuvent être différents, qui peuvent être les mêmes, représentatifs de la prod. Maintenant, la question, c'est comment je passe à l'étape d'après? Comment j'arrive à des valeurs? Et c'est ce qu'on a... Donc, l'idée, c'est comment j'arrive à quantifier tout ça. Et c'est ce qu'on va construire, ce qu'on appelle des scorers, ou l'idée d'avoir des évaluateurs qui vont transformer ça en valeurs numériques. Alors, on rappelle qu'on a des critères variés, certains un peu plus liés à la qualité. Je vous mets ceux sur la partie retriever, parce que je rappelle que le retriever, on peut presque le résumer comme un moteur de recherche. Donc, ça a toujours existé. Vous avez, pour ceux qui connaissent, on a des sujets de précision, de rappel, etc. L'idée, c'est très simple, c'est j'ai des documents qui semblent pertinents. Et nous, quand dans notre partie retriever, ça en ramène certains, eh ben, on va voir quel est le lien entre ces éléments ramenés par rapport à ce qu'on considère comme les documents pertinents. Donc des calculs classiques, statistiques, de précision et de recall. Alors ça, c'est ce que j'appelle des métriques qui ne prennent pas en compte l'ordre. Il y a des métriques qui prennent en compte l'ordre, c'est-à-dire que dans la partie retriever, si je ramène un document, un passage, donc on parle de chunk, en premier, c'est mieux que s'il les ramenait en cinquième. Donc selon la méthodologie ou selon votre cas d'usage, c'est important de garder le rang. Donc il y en a plein de métriques, vous retrouvez ça en ligne. Dans la partie génération, l'idée, ça va être à peu près la même. L'idée, c'est que j'ai une réponse ground truth, donc la vérité, et j'ai une réponse générée. Et notre idée, c'est de calculer les distances, le meilleur moyen, mesurer l'effort pour passer d'une réponse de référence à une réponse générée. Et donc, c'est juste que ces distances, un coup, on les calcule en nombre de mots, et ça s'approche, alors certains connaissent la métrique bleu-rouge, ça s'approche de la précision, mais à des niveaux n-grammes ou du rappel. Donc en gros, quelles sont les séquences de mots qui sont communs entre les deux? Alors, il y a des distances qui plutôt prennent en compte les sujets d'embedding. Donc, l'idée de je transforme en des vecteurs de valeur. Et après, comment je calcule ces distances? Il y en a plein, BERT score, mover score, word movers distance, des moyens de calculer cet effort pour passer de l'un à l'autre. Alors, le problème, c'est que ça ne marche pas totalement. Il y a une petite erreur, il y a un petit problème à ce niveau-là. C'est que si je vous pose un exemple, quel est le prix du produit A? Et que je vous génère, ça je vous dis que c'est la vérité, le produit A, véritable bijou de notre collection, blablabla, le produit A est disponible à 1050 €. Si votre projet RAG répond ça, exactement la même chose, sauf qu'il me dit que c'est 105 € au lieu de 1050 €, la plupart des distances qu'on a vues précédemment vont vous dire que, en gros, c'est parfait. C'est très très proche. Mais vous, en tant qu'utilisateur humain, vous comprenez qu'il y a un problème parce que la seule information intéressante, c'était le prix. Bon, il y a des petites méthodologies pour essayer d'éviter ça, mais ça pose un problème. Donc, on essaie d'avoir quelque chose d'un peu plus pertinent. Et ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était ce qu'on appelle souvent traditional NLP, plutôt des mesures statistiques. Et donc, aujourd'hui, pour avoir quelque chose de pertinent, globalement, souvent, c'est l'évaluation humaine. Donc, si on s'arrête sur l'évaluation humaine, c'est très simple. C'est souvent, j'ai une question, je peux travailler ça dans un fichier Excel classique. Je lui dis, tiens, ça c'est la bonne réponse, les bons contextes de la bonne réponse, et voici le résultat qui a été généré par mon modèle.
les contextes ramenés, la réponse, et puis je dis ça peut être des personnes classiques ou ça peut être des experts qui vont me dire tiens, est-ce que la réponse est bonne, on peut rajouter est-ce que le contexte renvoyé est bon, etc. Donc ça, il y a plein de méthodologies là-dessus. Le problème de l'évaluation humaine, donc c'est très pertinent, c'est très important, par contre, c'est pas scalable. Le problème, c'est que si, comme on l'a vu tout à l'heure, s'il me faut 10 000 j'ai 10 000 questions dans mon ensemble d'évaluation et que, surtout si je suis un développeur, je fais ça dans la CI/CD, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une feature, je fais une évaluation, c'est trop coûteux. Donc ce qui a émergé, c'est ce qui s'appelle LLM as a judge, donc c'est utiliser un grand modèle de langage en tant que juge. Donc je vais me permettre de faire un focus là-dessus. En gros, l'idée c'est très simple, c'est je demande à un LLM, qu'on va appeler le juge, d'évaluer une réponse en fonction de critères. Donc, une méthodologie qui était classique, c'était ce qu'on appelait la comparaison par pair, et en gros, le juge LLM compare deux réponses et décide de la meilleure. Je vous donne le prompt, un exemple de prompt où en gros, il disait, bon bah si, on lui dit sur quoi tu veux évaluer, si tu réponds A si c'est l'assistant A qui est mieux, le B si c'est le B, puis tu dis C si c'est égalité, et en gros, on lui donne la question, et on lui donne, tiens, ça c'est la réponse de l'assistant A, ça c'est la réponse de l'assistant B. Celle qui m'intéresse plus particulièrement, c'est Single Output Scoring, où l'idée de, on va utiliser un juge LLM pour attribuer une note en fonction de critères. Donc on va lui dire, tiens, tu vas évaluer sur la pertinence, blablabla, puis je lui donne la question et la réponse. Et on lui dit, tu donnes une note, rating, alors ça c'est sur un papier de recherche, alors il y a plein de débats sur est-ce qu'il vaut mieux mettre un score binaire plutôt que des scores de 1 à 10, c'est pas le débat. Bien évidemment, la variante, c'est celle où on ajoute une référence, donc souvent la ground truth, donc on rajoute et au fait, la réponse qu'on attend, c'est celle-là. Donc ça, c'est le principe. Et vous pouvez ne pas y croire, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que ça peut fonctionner. Donc ça, c'est un des papiers dont d'ailleurs étaient issus les prompts que je viens de présenter, qui avait défini le chatbot Arena, c'est le fameux leaderboard où vous avez le elo de chaque LLM, notamment sur Hugging Face, où on les compare. Mais ils avaient fait une étude et avaient montré que les jugements des meilleurs LLM, en tout cas comme GPT-4, sont très corrélés avec celui de la majorité des humains, et même identiques dans 85% des cas. Alors pour rappel, les humains, eux, se mettent d'accord avec la majorité que dans 81% des cas. Donc c'est intéressant, ça peut fonctionner. La question qu'on se pose derrière souvent, mais quel modèle en tant que juge? Donc on parle souvent des GPT-4 comme des meilleurs modèles de juges. Hein. Bon, aujourd'hui, vous avez Anthropic notamment. Et donc, il y a plein de benchmarks qui émergent. Donc ça, c'en était un, où vous voyez des résultats de GPT-4 qui sont pas mal, etc. C'est vrai. Bon, les derniers qui rajoutent du chain of thought, qui est un peu mieux, mais on commence à avoir des modèles qui vont être fine-tunés, juste pour essayer d'être pertinents sur du juge, enfin pour la capacité à juger. Donc ils commencent à avoir des bons résultats. Et pour vous montrer que c'est d'actualité, la semaine dernière, Hugging Face a sorti en fait le Judge Arena, où vous avez un peu cette même idée que sur le chatbot Arena, cette idée de je vais comparer les modèles, donc avec cette méthodologie où c'est des humains qui évaluent la capacité de juger. Alors comme c'est sorti la semaine dernière, c'était il y a quelques jours, c'était pas encore tout à fait, il n'y avait pas suffisamment de votes à partir de, je trouve, de hier et ce matin. C'est le cas, vous retrouvez un petit peu Anthropic et GPT-4 qui sont les meilleurs, puis vous avez un peu les différents modèles open source ou open weight qui sont disponibles. Je terminerai quand même là-dessus sur, attention, l'évaluation humaine reste primordiale. Le meilleur moyen de vérifier, c'est vous faites la pertinence d'une réponse depuis un modèle LLM as a judge, plein de méthodologies différentes. Vous vérifiez, si vous avez un score en particulier, vérifiez qu'avec une évaluation humaine, vous avez quelque chose de corrélé, parce que ce n'est pas toujours le cas. En gros, l'évaluation humaine, ça reste la plus pertinente. Et donc, pour conclure cette partie-là, globalement, on a été capable on définit des critères, on définit des ensembles d'évaluation, et on a défini des scoreurs, donc des évaluateurs, des moyens d'avoir une valeur quantitative. Je rajoute juste deux petits sujets en plus. Ce que je vous ai présenté là, c'est ce qu'on appelle plutôt de l'offline evaluation, donc c'est des résultats statiques qu'on peut lancer à tout moment, donc il y a plein de méthodologies pour les optimiser, les lancer par batch. On ajoute souvent ce qu'on appelle l'online evaluation, où on parle de temps réel. Je vais essayer de le résumer et de un peu plus incorporer les sujets de données utilisateurs, retour utilisateur, etc. Cette notion, alors des fois on parle d'observabilité, gérer les traces des différents appels des LLM, c'est un peu les logs des appels aux LLM, d'utiliser les interactions utilisateurs, les taux de clics, les temps passés, etc.
quand vous utilisez ChatGPT, ils utilisent cette information. C'est un moyen d'évaluer la pertinence d'une réponse. Après, il y a plein de sujets d'enquête post-interaction, d'anomalies d'utilisation. Donc, il y a plein de choses que souvent on met dans l'online évaluation qui vont alimenter l'évaluation offline. Et c'est pour ça que souvent, dans le tableau que j'ai présenté jusqu'à présent, on rajoute une date de quand est-ce qu'a été lancée cette évaluation. Et dernier point sur cette partie-là, c'est les outils managés. Aujourd'hui, on est outillé. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que c'est intéressant de les comparer sur deux axes. Un premier qui est, ils vont nous aider à monitorer, suivre les valeurs, et un deuxième sur ils vont m'aider à calculer les évaluations, donc créer les scorers, les évaluateurs, nous aider à utiliser du LLM as a judge. Dans cette partie-là, vous retrouvez certains frameworks, notamment le plus connu, c'est Ragas. Dans la partie monitoring, il y en a plein d'outils aussi. Langfuse est un des plus utilisés, en tout cas dans ce qu'on observe. Et puis après, ce qu'on voit de plus en plus, c'est un mix entre les deux. Alors, je me suis permis de mettre MLflow ici, qui était plus... J'ai failli vous mettre un troisième axe qui prend en compte notamment pour vous aider à suivre les modèles, à gérer le cycle de vie, le versionning des assets que vous gérez, des modèles et des datasets. MLflow était très bon pour ça. Le sujet, c'est que vous avez des acteurs comme MLflow qui commencent à vous ajouter des calculs d'évaluation. Donc, vous aidez un peu sur les deux. Et puis après, vous avez plein d'outils qui ont émergé ou qui émergent sur cette thématique, qui vous essaient de vous donner des fonctionnalités supplémentaires de collaboration ou d'être meilleur sur la responsabilité, etc. Donc, plein d'outils. Et du coup, maintenant, en pratique, qu'est-ce qui va se passer ? Comme je vous l'ai dit, j'ai envie de vous parler de cette méthodologie qui a émergé, qui émerge depuis quelques années, Evaluation Driven Development, qui est quand même inspiré de TDD, très connu par les développeurs, qui permettait, enfin en tout cas qui met en avant je me permets de le résumer comme ça, je teste en premier, avant de construire. Et là, je citerai encore une fois Chip Huyen dans AI Engineer, qui le définit de cette façon-là, je trouve ça intéressant. C'est d'abord, j'ai défini les critères d'évaluation avant de construire, pardon. Et donc, si on peut résumer, je dois définir une stratégie d'évaluation. Dans les tests, souvent la stratégie de test, il y avait ces sujets imagés comme la pyramide de test, etc. Là, on en a un peu parlé sur l'évaluation. Et surtout, je dois raisonner en mode evaluation first, en premier, évaluation en premier. Et donc, pour rappel, on a construit ça. On est capable de construire ça. On avait la méthodologie pour ça. Quand on prend des décisions dans un processus de développement, les décisions, c'est souvent binaire, c'est-à-dire est-ce que c'est un critère à vérifier ou pas. Donc, c'est pour ça qu'on parle de tests qui sont passés. Donc, on va définir des seuils. Et ensuite, on va essayer de construire tout ça. Et je vous propose ce qui s'appelle l'Evaluation Driven Development Workflow. Donc, l'idée, c'est, je l'ai segmenté en 3 étapes. Explo, Build et Run. Globalement, dans l'explo, qui s'approche un peu de la preuve de concept, des fameux POC que vous construisez, l'idée, c'est d'évaluer la valeur et la complexité d'un projet. Et en fait, dans cette étape-là, la partie évaluation, elle va se résumer à ça. Un truc très simple, où je vais avoir un ensemble d'évaluations souvent assez restreint, qui va me donner une idée représentative de la production, une idée de l'efficacité globale de mon modèle, et je vais définir un seuil qui va représenter un peu le critère de succès à partir de quand j'ai suffisamment de valeur par rapport à une complexité maîtrisée. Et après, le workflow, ça va être très simple. Bon, je suis en phase d'explo. Donc, je vais construire ce qu'on appelle ces ensembles d'évaluation, donc cette liste de questions context answer représentatives de la production. Dans la partie évaluation, je vais principalement avoir des évaluateurs en mode évaluation humaine. Je peux rajouter quelques statistiques, notamment sur le retriever, comme vous l'avez vu, qui sont assez pertinentes tout en étant très scalables. Et puis, dans la partie monitoring, un Excel, ça peut suffire. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de m'outiller. Je vais juste regarder un petit peu les erreurs et les raisons de mes erreurs. Et après, vous avez le classique itératif, c'est-à-dire je vais regarder ces métriques. Si c'est pas suffisant, je continue l'explo. Et si à partir d'un moment, je vais considérer c'est suffisant pour avoir soit suffisamment de valeur, ou je vais dire que c'est trop complexe, mais en tout cas, je vais identifier le potentiel par rapport à une complexité maîtrisée. Dans la deuxième phase, l'objectif, ça va être d'aller en production. Alors, souvent, on parle de ces fameux MVP, construire le produit minimum viable qui apporte de la valeur. Alors souvent, les phases 1 et une phase 2 sont très très proches. Il n'y a pas besoin de faire des trucs séparés sur plusieurs mois. Le workflow va être équivalent. Sauf que l'objectif, ça va être de déployer en production. Mais dans la partie évaluation, on va rajouter un peu plus de questions context answer. Donc, on va faire grossir ces ensembles d'évaluation. On va en rajouter des spécialisés, soit sur des sous-groupes, soit sur des thématiques spécifiques. Et on va commencer à automatiser l'évaluation. On va rajouter peut-être du LLM as a judge, rajouter un peu plus de métriques statistiques. Et dans le monitoring, c'est pareil, on va s'outiller, on va mettre des outils comme Langfuse qui vont nous permettre de suivre les traces, donc les appels au LLM. Ça va nous être utile
Alors pour débugger, mais ça va nous être utile pour mesurer le coût, la latence, parce qu'on va rajouter des critères, on va améliorer un petit peu les critères de qualité et on va ajouter d'autres critères. Et ensuite, on va garder le même système d'amélioration continue. Et dans la dernière phase, où l'objectif c'est de maintenir en production et d'amélioration continue, toujours la même idée, sauf que là, cette fois, on a le produit qui est en production, donc qui va nous apporter des nouvelles choses, donc de la donnée de production, qui va nous aider, comme on l'a vu sur cette partie d'évaluation qu'on appelle online, donc de gestion d'alerte, etc. Et ce contenu-là, il faut le voir comme un moyen d'alimenter, de maintenir ces questions, ces listes de questions context answer, donc d'ensemble d'évaluations. On va optimiser l'évaluation classique offline qu'on a vu jusqu'à présent, ajouter des critères, etc. Et l'objectif, bien évidemment, c'est d'ajouter des fonctionnalités si c'est pertinent ou pas. Je me permets juste d'ajouter une thématique, alors qu'on appelle ModelOps, LLMOps, comme on veut, qui aurait déjà dû être là précédemment, qui est là et totalement obligatoire. Hein, c'est je vais devoir gérer la gouvernance, le cycle de vie des différents assets. Et donc j'ai mis MLflow. Hein, alors des outils comme Langfuse commencent normalement à vous aider à utiliser, à versionner, à gérer les données de datasets. Mais voilà, vous aurez besoin de tout ça. Et donc pour conclure, très rapidement, on a construit la stratégie d'évaluation, vous l'avez vu, c'est très simple. Je suis capable de définir les différents critères d'évaluation, comment construire des ensembles d'évaluations sur lesquels je vais pouvoir calculer ces métriques. Et ces métriques, c'est du coup, je calculer ce qu'on appelle des évaluateurs ou des scorers. Vous devez avoir en tête qu'il y a plusieurs méthodologies différentes. L'évaluation humaine qui est la plus pertinente, mais la moins scalable. Il y en a certaines qui émergent comme d'utiliser un LLM as a judge. Et je veux que vous raisonniez avec le principe qu'on appelle Evaluation Driven Development, où cette idée, c'est globalement, il y a une stratégie d'évaluation à définir, on en a un peu parlé, et surtout de raisonner, notamment on l'a vu dans le workflow, avec Evaluation First, c'est-à-dire je suis drivé, on a tendance à dire ça comme ça, par l'évaluation et par ces métriques. Et donc je vous remercie et je vous rappelle que nous avons plein de contenus qui vont être diffusés, qui sont déjà diffusés. Nous avons un livre Culture MLOps qui est sorti cette année. Nous avons un comptoir dans très peu de temps sur les sujets d'IA. Vous avez des formations sur l'IA générative, à la sensibilisation notamment. Et en plus, on recrute, n'hésitez pas. Et nous avons aussi lancé cette année, pour la première fois, une conf sur la data et l'IA. Donc on a fait venir des gens de Hugging Face, etc. On a parlé d'agents, plein de thématiques un petit peu poussées. Et on remet ça pour l'année prochaine, en mars. Donc n'hésitez pas si vous en avez besoin. Donc, merci à tous.